Salut les TikTokers! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à jouer Moulaga de Jul à la guitare. Attendez, on me dit dans mon oreillette que lorsqu'un vieux fait semblant de jouer un truc de jeune, c'est pas du tout crédible. Ok, je range la guitare et je vais vous faire un petit point sur les mécanismes du premier chapitre de Terminal sur les sources et les défis de la croissance économique. Chapitre d'économie. Vous savez comment on faisait les PowerPoint avant 1950 ? Sûrement pas. Alors je vais vous expliquer comment on faisait. On faisait comme ça. Donc, pourquoi les mécanismes sont si importants ? Les mécanismes, c'est la clé dans un paragraphe à lui de votre explication et de votre démonstration. On en a besoin tout le temps en SES. En EC1, dans la deuxième question de l'EC2, en EC3 et en dissertation. Il faut présenter des mécanismes. C'est le truc qui va vous rapporter le plus de points. Et les mécanismes, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est comme ça. En fait, il faut les apprendre par cœur. C'est comme les notions clés du chapitre, c'est indispensable à apprendre par cœur. Sur le premier chapitre, on peut dégager en gros 11 mécanismes. La liste complète des mécanismes, vous la trouverez sous la vidéo, dans un document partagé que je vous ai fait. Moi, je vais m'arrêter sur 5 mécanismes, et après on va travailler sur 2 sujets de bac. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut les comprendre et quels mécanismes on peut relier. C'est parti. Premier mécanisme, c'est un des 2 mécanismes de la croissance qu'on appelle extensive. En fait, on s'intéresse au rôle du facteur travail sur la croissance. Que se passe-t-il si on augmente le facteur travail ? On va observer ces éléments-là. La population active augmente ou le nombre d'heures travaillées par personne augmente. Ça fait augmenter les quantités de facteurs travail dans l'économie. Donc on accroît les capacités de production et donc ça augmente le PIB et donc ça génère de la croissance économique. C'était par exemple le souhait de, si on supprime des jours fériés, on augmente les quantités d'heures travaillées, donc on espère augmenter la croissance dans le pays. On passe au 4e mécanisme, donc moi je vous ai dit j'en fais qu'une partie. Donc le 4e mécanisme, c'est un mécanisme qui est très important, il est beaucoup plus volumineux, on va dire ça comme ça. C'est on pourrait l'appeler le mécanisme de la croissance intensive. C'est-à-dire, que va-t-il se passer quand il y a de l'innovation du progrès technique ? Donc l'innovation et le progrès technique, ça augmente la productivité globale des facteurs. Dit autrement, ça augmente l'efficacité de la production. Cette augmentation de la PGF, ça génère des gains de productivité. Ces gains de productivité, dit autrement, c'est de l'argent qu'on peut utiliser dans les entreprises, on va dire ça comme ça. Elle peut être utilisée de différentes façons dans les entreprises. Soit on augmente les profits, soit on augmente les salaires, ou soit on diminue le prix de vente des produits. Dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer ? Donc les profits, on va jouer sur l'investissement. Les salaires et la baisse des prix, ça permet d'augmenter la consommation des ménages. Et ça peut aussi augmenter les exportations. Donc ces 3 éléments, ça favorise ce qu'on appelle la demande globale. La demande globale, c'est la demande qui est adressée à l'économie. On calcule de la façon suivante, consommation plus investissement plus exportation. Donc si cette demande globale, elle augmente, ça accroît la production des entreprises, et donc ça génère une augmentation du PIB, et donc de la croissance économique. Autre mécanisme important, le mécanisme qu'on appelle du caractère endogène du progrès technique. L'idée, c'est de montrer qu'il existe une boucle progrès technique, croissance, progrès technique, croissance, progrès technique, croissance. Donc que va-t-il se passer ? Les économistes se sont rendus compte que si on effectue des investissements ciblés, ces investissements peuvent être faits par les entreprises ou par l'État. Si on investit dans la recherche et développement, appelé aussi capital technologique, et dans le capital humain, et aussi on peut parler des infrastructures publiques, ça va générer des externalités positives, c'est-à-dire que l'un et l'autre se nourrissent mutuellement. Si vous investissez dans le capital humain, par exemple, vous formez des chercheurs de haut niveau, et ça va générer des retombées positives pour le capital technologique, c'est-à-dire ces chercheurs de haut niveau, par exemple formés dans des universités, ils vont pouvoir à leur tour faire de la recherche et peut-être demain trouver des innovations. Donc tout cela génère des inventions et des découvertes qui elles-mêmes peuvent générer des innovations. Cela génère du progrès technique, des gains de productivité, etc. Tout ça génère de la croissance économique. C'est le mécanisme qu'on a vu avant. Sauf que cette croissance, elle a des atouts, on va dire ça comme ça.
Pour l'État, elle génère des recettes fiscales. Pour les entreprises, elle génère aussi des recettes. Et ces recettes, elles peuvent être réinvesties dans différents éléments. L'État, par exemple, il peut réinvestir dans le capital humain, dans la recherche fondamentale, etc. Et donc, cela va générer, à son tour, potentiellement, plus de croissance demain. Avant-dernier mécanisme, le mécanisme qu'on appelle du progrès technique biaisé, aussi appelé le mécanisme de la polarisation. L'idée, c'est que l'innovation, elle va potentiellement générer des inégalités de revenus dans la société. Donc l'innovation, ce qu'on constate, on parle de progrès technique biaisé, puisque ce progrès technique, il a des impacts différenciés selon le niveau de qualification des individus. Donc pour les individus les plus qualifiés, en fait, on dit qu'ils sont complémentaires à l'innovation. C'est-à-dire que si par exemple vous donnez un ordinateur à un ingénieur, ça va faire augmenter sa productivité. Et donc, ça améliore sa productivité, donc ça a des atouts. Par contre, si vous donnez un ordinateur, par exemple, à un employé de ménage, ça ne va pas nécessairement augmenter sa productivité. Donc on va dire que le progrès technique a un effet relativement neutre sur les moins qualifiés. Et donc ce qui se passe, c'est que d'un côté, ça va augmenter la productivité des plus qualifiés, et de l'autre, ça n'a pas d'effet ou peu d'effet sur les tâches les moins qualifiées. Et ce qu'on constate aussi, c'est que ça a un certain effet. Potentiellement, on peut supprimer certaines tâches moyennement qualifiées, notamment des tâches qu'on dit routinières. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pour les plus qualifiés, ça augmente les opportunités d'emploi, ça augmente potentiellement le revenu. Et du côté des moins qualifiés, ça a plutôt tendance à diminuer les emplois. Et du côté des peu qualifiés, ça a un effet relativement nul, c'est-à-dire que on va constater peu d'augmentation, peu d'opportunités d'emploi supplémentaires du fait du progrès technique. Et donc, si les plus qualifiés voient leurs revenus et leurs opportunités d'emploi augmenter, si on supprime les postes au milieu moyennement qualifiés, et donc peu d'effets sur les postes les moins qualifiés, ça va augmenter les inégalités de revenus. Dernier mécanisme, un mécanisme qu'on appelle qui est en lien avec la vision qu'on appelle de la soutenabilité faible, c'est comment les innovations peuvent potentiellement reculer les limites écologiques de la croissance. Donc c'est l'idée d'innovation verte. Une innovation verte, c'est par exemple la voiture électrique, pour simplifier. L'idée, c'est que si les innovations vertes se diffusent, cela va entraîner que pour un même niveau de PIB, les quantités de ressources utilisées, le niveau de pollution générée et ou les quantités de gaz à effet de serre émises vont diminuer. Donc je vous parlais de l'exemple de la voiture électrique. Si vous développez la vente et l'usage des véhicules électriques, potentiellement la quantité de gaz à effet de serre émise va diminuer. Et donc il va y avoir ce qu'on appelle un découplage, c'est-à-dire que la croissance peut augmenter, mais les dégâts environnementaux vont avoir plutôt tendance à diminuer. Donc ça va reculer les limites écologiques de la croissance et ça va améliorer ce qu'on appelle la soutenabilité de la croissance. Je tiens à préciser que cette question est une question qui fait débat chez les économistes. C'est-à-dire que c'est plutôt les économistes partisans de la soutenabilité faible qui se raccrochent à cet argument, qui n'est pas du tout partagé par les économistes qu'on dit partisans de la soutenabilité forte. Maintenant, regardons, on a appris notre cours parce qu'on est des élèves particulièrement studieux, donc on a 11 mécanismes sur notre chapitre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder 2 sujets de bac, un sujet de dissertation. Le progrès technique est-il l'unique source de la croissance ? Et un sujet de C3, à l'aide de vos connaissances et des documents, vous montrerez que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. Moi, mon objectif, c'est vous montrer que si vous connaissez votre cours, si vous connaissez vos mécanismes dans le cours et les notions clés, en fait, vous êtes sauvés. C'est comme des briques que vous allez assembler qui vont vous permettre de construire votre devoir. Démonstration. On va travailler sur la dissertation. La dissertation nous interroge sur les sources de la croissance, c'est-à-dire d'où elle vient la croissance. D'où elle vient la croissance ? On se dit que on a vu différents éléments. On a vu par exemple que la croissance, elle pouvait être intensive. Donc la croissance intensive, en fait, c'était 2 mécanismes sur lesquels on avait travaillé. Donc je suis au brouillon, je me note ça. Je me rappelle aussi que la croissance peut avoir une autre source, c'est la question du progrès technique. Donc le progrès technique, c'est notamment ce mécanisme-là. Impact du progrès technique qui génère de la croissance. Mais je me rappelle aussi que, parce que j'ai bien appris mon cours,
que en fait, la croissance, elle était due aussi à d'autres éléments qu'on appelait des institutions. Ces institutions, ça renvoyait à deux mécanismes en particulier, ces deux-là. Donc je suis au brouillon, j'ai mis mes différents éléments, donc là je vois qu'il y a 5 mécanismes qui ressortent. Ben, vous voyez, c'est pas tordu, hein. À partir de là, je peux facilement voir 3 grandes parties qui vont se dessiner. Première partie, le progrès technique est une source de la croissance, donc je mobiliserai le mécanisme 4. Deuxième partie, mais la croissance s'explique aussi par l'augmentation des facteurs de production, M1 et M2. Et troisième partie, mais la croissance peut également s'expliquer par les institutions, M6, M7. Voilà, bah vous avez fait le boulot. On regarde maintenant un deuxième sujet, un sujet de C3. Donc là, vous allez voir que le nombre de mécanismes qu'on mobilise est beaucoup moins élevé en EC3. Donc le sujet nous interroge sur, à l'aide de vos connaissances et des documents, vous montrerez que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. Inégalités de revenus, je me suis rappelé que j'ai un élément particulier, tac, celui-ci, qui renvoie aux inégalités de revenus. Donc je sais que dans mon EC3, je vais notamment, je ne vais pas faire qu'un paragraphe, mais je vais notamment développer cette idée, l'idée du mécanisme du progrès technique biaisé, que je pourrais éventuellement décomposer dans mes différents paragraphes. Et ben voilà, vous avez les deux sujets, vous avez les différents éléments. Non. Attendez, on me dit que quand vous jouez aux jeunes, c'est pas du tout crédible. Ok. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. Qu'est-ce que je peux vous dire? Lâchez un cops? Bah non, ça sert à rien parce que j'ai bloqué les commentaires. Donc du coup, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Allez, bon courage!